Okay, that's 2 o'clock. So I'll mute myself, admit everyone, and then I'll send a message to you, Mary Angela, once everyone's admitted. Okay. OK. Donc, chers toutes et tous, bienvenue au premier webinaire de Madar Network Plus. Je suis ravie de vous accueillir ici. Je m'appelle Mariangela Palladino et je suis professeure d'études postcoloniales et culturelles à l'Université d'Ekil. Je suis aussi la chercheuse principale des Madar avec le professeur Laura Jeffrey qui est ici aujourd'hui aussi. Les réseaux Madar comprennent des partenaires du Royaume-Uni, Algérie, du Maroc et de Tunisie. Et nous nous concentrons surtout sur les déplacements et la protection dans la région du Maghreb central. Notre travail, en fait, couvre différentes disciplines, langues, cultures et aussi secteurs, tels que les universités, les organisations de la société civile. J'espère que cet événement aujourd'hui sera l'occasion d'apprendre, de partager connaissances, expériences et aussi des bonnes pratiques et d'apprendre auprès des experts dans les domaines qui sont notre speakers aujourd'hui. Avant de passer la parole à notre modératrice pour aujourd'hui, je tiens à remercier les membres de l'équipe Madar pour avoir organisé cet événement, en fait. En particulier Mary O'Gorman, qui aujourd'hui malheureusement n'est pas là avec nous, Liana Murner, Kay McFoy, Sumi Abuchu, l'équipe d'Adimro aussi avec Craig et Michaela, qui fournit la plateforme pour les webinaires et bien sûr tous les intervenants. Aussi, 3 petites choses techniques sur l'événement d'aujourd'hui. La première chose, vous voyez noter que la première partie de l'événement est enregistrée, mais pas le Q&A. Deuxième, the speaker view en Zoom, c'est une manière optimale pour vous visualiser l'événement. Et la troisième chose, c'est d'utiliser la fonction interprétation sur Zoom. Donc, cliquez sur l'icône interprétation, qui est une sorte de globe terrestre au fond, et en bas de votre écran, et sélectionnez la langue que vous préférez, anglais ou français. Maintenant, je passe la parole à Olfa Arfoy, notre partenaire en Madar de notre culture d'abord en Tunisie. Olfa est une productrice tunisienne, une experte en initiative pour les femmes. Et elle a plus de 10 ans d'expérience dans la conception, la gestion et la mise en œuvre des projets, dans le développement des partenariats multi-acteurs dans la région de MENA, Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, merci Olfa, c'est un honneur de t'avoir comme leader de ces premiers événements pour Madar. Et enjoy the event, everybody. Merci beaucoup. Merci Marie-Angela pour cette belle introduction. Merci à nos chers invités et aussi à nos panélistes. Donc, au nom de Madar Network Plus, je vous souhaite la bienvenue pour notre première rencontre d'une série de webinaires. Cette rencontre, elle s'intitule Migration, déplacement et art. Et pendant cette rencontre, nous allons rencontrer des expériences, des histoires et des pratiques en matière de recherche et artistique dans les domaines mentionnés. Donc, Madar Network Plus, comme vient de le mentionner Marie-Angela, est une initiative qui rassemble le monde académique et les acteurs de la société civile autour de la question du déplacement, de la protection et de la migration. Sur des sujets liés aux questions du racisme, aux droits de l'homme,
aussi aux demandeurs d'asile, aux déplacés forcés, mais aussi aux personnes qui sont sur place, mais qui vivent dans des situations de vulnérabilité. Et l'idée de cette initiative de recherche-action, recherche-création, est de réunir des travaux de recherche ensemble avec des travaux de création artistique et aussi d'expériences, de nouvelles expériences orientées sur des nouvelles pratiques artistiques et créatives au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Donc, durant ce webinaire qui dure 1h30 à peu près, et se compose en 2 parties. La première partie, on va justement donner la parole à nos panélistes qui viennent du Maghreb, des 3 pays mentionnés. Et par la suite, vous aurez l'espace pour vous entendre vos questions, mais aussi commentaires et contributions. Donc, nous souhaitons une contribution active de votre part. Donc, vous aurez le chat pour aussi envoyer vos contributions, mais aussi la fonction lever la main sur Zoom. Et donc, sans trop tarder, j'ai l'honneur de présenter nos chers panélistes. Je commence par le Maroc, Racine, et un great welcome, comme on dit en anglais, warm welcome to Raja Sarili, coordinatrice du projet Madar à Racine AISBL. Encore du Maroc à Adil Sardani, le directeur de Racine AISBL. L'Algérie, Faisal Sahbi, maître de conférence en sémiologie, la communication et sémiologie de la communication, pardon, je l'ai en anglais. Et moi-même, comme a dit Marie-Angela, je représente, je suis chargée du projet Madar et je suis experte et spécialiste dans les questions des genres. On aura en tant que panéliste, alors j'ai deux rôles dans ce webinaire, le rôle de facilitatrice, mais aussi de contributrice en tant que panéliste dans ce webinaire. Et voilà, et je remercie toute l'équipe Madar de me donner cette aussi possibilité pour contribuer à ce webinaire. Alors suivez-nous parce que c'est notre première rencontre d'une toute série de webinaires qui sera annoncée sur les différents canaux d'information, le site web, email. Alors, je vais donner la parole et ma première question est destinée à Racine sur leur expérience et je poserai la question à Adil et Raja, et après aussi vous pouvez intervenir comme vous le souhaitez sur les expériences respectives de Racine sur la contribution, l'engagement public et le plaidoyer pour mettre la pression sur les décideurs et aussi les gouvernements, et quelles sont les possibilités que les pratiques artistiques offrent pour nous pour répondre aux besoins de protection des personnes déplacées. Alors, Racine, à vous la parole. Bonjour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, je rigole. Je suis Adil Sardani. Je vais être
assez bref parce que l'idée, c'est de susciter des questions. On adore répondre à des questions. Donc, je vais raconter un peu ce que fait Racine, le mode opératoire, assez brièvement. Donc, moi, je vais un peu parler de l'histoire, si on peut parler d'histoire, de quelques projets anciens que Racine a déjà fait. Et Raja, après, va parler du présent et de l'avenir. Elle, la porteuse de l'avenir. Moi, c'est les archives. En fait, c'est simple. On adapte l'action qu'on veut faire dans notre pays au type de population qu'on a. Je rappelle que nous avons dans les 3 pays du Maghreb une pyramide démographique qui est inversée. On a beaucoup de jeunes. On a plus de 50% de population qui ont moins de 25 ans. Et on a encore des taux un peu, à mon avis, faramineux en termes d'analphabétisme, par exemple, d'illettrisme. Et on n'a pas vraiment un contexte très favorable en termes de liberté d'expression, de débat public, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un peu notre tendance méditerranéenne à flâner dans l'espace public et on s'est dit, on travaille par rapport à l'espace public, dans l'espace public pour atteindre la population, les citoyens, et pour faire le plaidoyer pour quelques questions. Alors, pour aller très vite, on a fait le choix de travailler sur les valeurs culturelles. On en a soupé, si j'ose dire, des théories économiques, les théories de décollage économique. Enfin, depuis les années 60, on ne nous parle que de ça. Nous, l'idée, c'est de voir comment conscientiser nos concitoyens, faire du nombre pour pouvoir faire pression sur nos États en termes de reddition des comptes, en termes de loi, en termes de liberté, en termes de droits de l'homme, etc., etc. Donc, notre slogan, c'est la culture et la solution. On croit qu'il n'y a pas de réel développement s'il n'est pas approprié, s'il ne rentre pas dans les gènes de la population, et parce qu'il y a un boulot de toute l'année, de continuité en termes de... Même si on a une démocratie apparente, une personne, une voix, mais les personnes qui votent chez nous, il y en a beaucoup qui votent par rapport à des... C'est pas l'apanage du Maroc, mais il y en a beaucoup qui votent sans connaître s'ils sont progressistes ou conservateurs. Je pousse un peu, hein, et qui votent par rapport à l'entourage, à l'ethnie, à la zaouïa, etc., etc. Donc, on a bien un paysage politique qui ressemblerait à un paysage politique dans un pays normal, bicaméral, de chambres, des lois, wadaïn, comme on dit, organiques, qui sont votées dans le Parlement et compagnie. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de débat autour de ces lois, il n'y a pas vraiment un débat public autour de ces lois, il y a plus de propagande que de concertation, on va dire, etc., etc. Donc, on a fait le choix de travailler sur 2 publics, faites 3, mais d'abord 2 publics. Le premier public, c'est la population, tout simplement. Et par rapport à la question artistique, on a fait le choix de travailler par le théâtre forum, notamment, par la musique et par le documentaire, le cinéma. Le choix de la musique et du documentaire cinéma, ce sont des disciplines, des esthétiques artistiques qui sont mainstream, on va dire, qui peuvent être vues par une majorité de gens. Contrairement aux arts visuels, contrairement au théâtre même, on a eu une tradition de théâtrale au Maroc pendant la résistance, on va dire, avant l'indépendance, mais on l'a perdu, mais ça, ce serait trop long d'en parler. Et donc, nous, on raconte une blague dans notre pays. À chaque fois qu'il y a un accident de circulation, c'est un succès populaire. Et donc, quand on fait du théâtre dans l'espace public, on n'a pas de problème d'audience. On a les gens qui viennent voir. Et donc, il suffit que ce théâtre, notamment au Forum de l'opprimé, il y a différents types de théâtre, invisibles, etc., ramène à son audience
il suffit de le remplir, pas de message, mais d'en faire un lieu de citoyenneté, à la limite, poser des questions. Le théâtre forum permet de faire ça, puisqu'il y a une partie esthétique théâtrale stricto sensu, même si c'est halqa circulaire, et donc on fait du théâtre, et une deuxième partie qui est plutôt la partie forum, et qui donne l'expression à la population, aux spectateurs, pour pouvoir poser des questions, interagir, etc. Et donc, ce théâtre nous permet, dans la première partie, de sensibiliser les gens par rapport à leurs droits, par rapport à des questions très précises, et dans la deuxième partie, à créer un débat, parce qu'on sait que dans notre pays, quand on fait du théâtre dans un village où ils n'ont pas l'habitude, il y a aussi les élus qui viennent voir, il y a aussi les moussards, les informateurs, autrement dit, on peut transmettre aussi des messages à l'autorité. Et donc, pour passer le relais à ma voisine, à Raja, on a fait en gros, je vous parle de 3 expériences rapidement. Une première expérience, les 3, ce sont 2 de théâtre forum et une documentaire, on va dire. La première, c'est l'expérience Mix City, c'est une création théâtrale, théâtre forum, faite par des comédiens marocains et des comédiens subsahariens. Moi, 10 comédiens on avait, avec un metteur en scène marocain. Ils ont écrit le texte ensemble et le sujet, c'était le racisme anti-subsaharien. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on en a un tout petit peu. La deuxième expérience, ça c'était en 2015, on l'a joué, à chaque fois on tourne dans plusieurs villes au Maroc et on l'a joué un peu partout. Et c'est un jeu de chat et de souris, puisque nos gouvernements, nos ministères de l'Intérieur essayent de contrôler l'espace public. On a été interdit parfois. C'est des batailles et une guerre qui ne finissent jamais. La deuxième pièce qu'on a faite, c'est une pièce qu'on a appelée Speak Art, Ma belle école, Madrasa al-Hilwa, et qui sensibilisait un peu les gens sur ce que doit faire une collectivité territoriale par rapport à quelles compétences en termes d'école, qui doit gérer les bâtiments. Par exemple, au Maroc, je ne sais pas si c'est le cas en Algérie ou en Tunisie, on a beaucoup de jeunes filles qui ne vont plus à l'école pour la pure et simple raison qu'il n'y a pas de toilettes à l'école. Il y a pas mal de problèmes de transport en milieu scolaire, en milieu rural. Transport scolaire en milieu rural, puisque on a des groupements d'écoles et il y a souvent, parfois, des enfants qui font 7 km aller, 7 km retour, qu'il vente, qu'il neige, etc., etc. Et donc, l'idée, c'était, dans cette pièce, dire ce que doit faire la région, la collectivité territoriale région, en termes de compétences, ce que doit faire la province, un exemple très vite, le transport rural est de la compétence de la province, ce que ne sait pas le commun des mortels, des citoyens. Le bâtiment, un peu comme en France, école, c'est la commune qui doit s'en occuper. La question aussi des programmes scolaires, puisqu'il est question aussi de voir comment on nous enseigne notre histoire, comment est enseignée l'éducation artistique, le théâtre, la peinture, etc. La troisième, je finis avec ça, la troisième expérience, c'est un documentaire sur la liberté d'expression et de création dans l'espace public par rapport à justement ce jeu de chat et de souris avec les autorités locales. Nous, on a une figure emblématique chez nous qui s'appelle le Mqaddam, qui est le commissaire du quartier et qui est l'informateur numéro 0, parce qu'il y a aussi les vendeurs de cigarettes et les gardiens de voitures. Et donc, on a un système très pyramidal et très diffus d'informateurs et qui permet au fait à l'État d'être vraiment liberticide quand il le veut.
et je suis ouvert à toutes les questions. Je passe. Merci. Merci, Adi. Merci. Moi, j'aimerais plutôt vous parler J'aimerais plutôt vous donner un exemple d'une expérience ou d'une méthodologie basée sur les arts que nous avons utilisée en interne à Racine, qui est le Théâtre Forum. Si vous voulez, on travaille actuellement sur un projet sur les violences insidieuses, /invisibles, /symboliques. On ne s'est toujours pas mis d'accord sur la terminologie exacte à utiliser. Au Maroc, avec un focus très particulier sur les femmes artistes et artisanes. Et donc, pour ce faire, on a organisé 3 ateliers de Théâtre Forum dans 3 régions marocaines, où on a rassemblé à peu près une vingtaine de femmes par atelier. Et donc, juste pour le petit rappel, pour le Théâtre Forum, c'est une forme de théâtre, une composante du théâtre de l'opprimé créée par le metteur en scène Augusto Boal dans les années 70, brésilien. Et c'est une forme où les spectateurs deviennent protagonistes et participent dans le jeu. Et c'est une situation où tout le monde est invité. C'est une situation qui multiplie les réflexions par rapport à une situation donnée, qui permet aux gens de se remettre en question par rapport à des thématiques précises et de proposer ensemble des solutions, collectivement. Donc, pour revenir à notre atelier, on a utilisé les différentes techniques du théâtre de l'opprimé justement pour collecter, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on va devoir produire un film documentaire sur la thématique au Maroc, mais aussi une publication scientifique. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir collecter un maximum d'informations sur ces thématiques, notamment la perception de la violence chez les femmes, comment elle est représentée, comment les femmes définissent et voient la violence, mais aussi les origines, d'où vient la violence, qui est à l'origine de la violence, qui est responsable et quelle attitude adopter face à la violence. Est-ce qu'on est plus dans la résistance ou dans le faire avec ou dans le déni ou dans la résilience, enfin tout ça, on avait un tas de questions qu'on a voulu comprendre. Et du coup, en fait, à travers les différents exercices du Théâtre Forum, les femmes ont été confrontées à différentes situations, et notamment le fameux exercice où elles inversent un petit peu les rôles. Donc, elles jouent à la fois leur propre rôle, et puis à l'inverse, elles jouent le rôle de l'oppresseur. Et donc, en fait, ces différentes situations nous ont permis d'observer ou de capturer d'autres types d'expériences, à part les mots, le langage. On a pu observer des regards, des émotions, on a pu observer des intonations, la voix, les interactions. Et donc ce sont des éléments qu'on n'aurait pas pu avoir en utilisant uniquement les entretiens individuels classiques. Et donc, il y a aussi un autre intérêt pour l'atelier, c'est ce côté sensibilisation. Parce qu'on avait des femmes qui sont venues avec une idée très, je vais dire, limitée de la violence. Elle nous disait que pour moi, la violence était plutôt du physique, du sexuel, de l'économique. Mais après cet atelier, je me rends compte que la violence peut être aussi invisible et qu'elle peut néanmoins engendrer des situations dramatiques pour les femmes. Et j'aimerais juste finir par dire que ce genre de méthodologie basée sur les arts sont certes utiles pour les chercheurs, pour nous, parce que vu la diversité des données qu'on collecte à travers cet atelier en l'occurrence, mais aussi c'est utile pour les participants, que ce soit des femmes, que ce soit des migrants, enfin peu importe le public, parce que ça permet aussi comment dirais-je, de ressentir l'oppression dans son corps et de trouver une cohérence dans son histoire et de pouvoir ensuite la raconter ou de mieux défendre sa cause. Je veux dire ça comme ça. Merci. Oui, merci Radid, merci Raja pour ce partage très très inspirant. Mais aussi, je vois que Racine a vraiment décidé d'être vraiment dans la complexité de la chose, très proche des communautés. Mais aussi, nous avons appris qu'à travers ces 3 expériences, qu'il y avait différents aspects. L'aspect racisme, l'aspect aussi des violences à l'égard des femmes, aussi et aussi le choix de faire d'autres moyens, comment dire, d'utiliser des moyens
nouveau de sensibilisation. On aimerait peut-être plus tard vous écouter sur les défis et aussi comment l'exercice que vous avez fait pour atteindre les gouvernements ou, comme tu l'as mentionné, Adil, l'autorité locale et par quels moyens peut-être vous avez influencé ou pas, ou vous avez fait un impact. Mais avant ça, j'aimerais bien alors donner la parole à Faisal pour écouter en fait du monde de la recherche, du monde académique, ce lien justement entre ces nouvelles méthodologies basées sur les arts et comment la recherche en fait vient soutenir ces efforts, mais aussi documenter et donner des faits réels, factuels sur des phénomènes qu'on n'arrive pas à toujours cerner, comprendre. J'ai entendu de Faïs qu'il avait une expérience à travers le rap, le cinéma, qui se joignent aussi à l'expérience de Racine, la musique et les films. Faïs, le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Eva. Merci de l'invitation. Je suis très honoré de répondre à cette invitation, à cette aimable invitation. Donc, comme vous de tradition, je me présente. Je m'appelle Faisal Sahabi, je suis maître de conférence en département de communication de l'Université d'Oran. D'ailleurs, je sors d'un cours de méthodologie de 4 heures. Donc, si je vous parle trop de méthodologie aujourd'hui, c'est que je ne suis pas encore sorti de mon cours. Là aussi, la méthodologie. Je suis également consultant en communication en image auprès de quelques institutions, des fondations, des associations. Donc, je vais parler un petit peu du rôle des arts et de la méthodologie qu'on peut utiliser pour analyser le phénomène migratoire à travers les arts, mais aussi pour déjà à la base analyser l'art, l'implication de l'art et de l'immigration. Et je vais parler notamment des approches sémiotiques et des approches socioculturelles que j'utilise depuis quelques temps dans mes recherches. J'ai une double casquette, un double parcours, un double profil. J'ai fait une thèse en communication et j'ai fait aussi des études en cinéma, notamment une thèse sur le cinéma algérien. Mais dans les deux cas, j'ai travaillé avec une approche sémiotique, de l'expression artistique. Je vais détailler plus tard si l'occasion le permet. Parce que je travaille essentiellement en fait sur la sémiologie des expressions artistiques, mais pas seulement, puisque je travaille aussi sur la sémiologie du fait quotidien, je travaille aussi sur la sociologie des publics, que ce soit des publics des médias, des publics de cinéma ou des expressions artistiques. Et en particulier, j'essaie de m'intéresser à deux corpus, à deux objets d'étude bien distincts. L'un, c'est le rail. En fait, je travaille surtout sur le rail, pas le rap, même si je m'intéresse un petit peu au rap et je suis fan de rap. Oui, lapsus, le rail. Le rail. D'ailleurs, j'aurai un ouvrage qui sera édité bientôt intitulé Dictionnaire amoureux du rail. Et j'y reviendrai peut-être plus tard aussi dans les questions et les réponses. Et je travaille un petit peu sur la sémiologie de la contestation, la sémiologie de l'harga, et notamment sur la sémiologie du cinéma et des publics de cinéma, mais toujours avec ce souci d'aborder la question avec une approche sémiologique, avec une approche socioculturelle aussi. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que la sémiologie? Je vais vous répondre qu'avec la définition historique de Saussure, quand il définit la sémiologie en tant qu'étude de signes au sein de la vie sociale. Bon, ça c'est toute la littérature. Moi, j'aime bien utiliser la définition de Umberto Eco,
qui parle de sémiologie en tant qu'étude des phénomènes culturels en tant que processus de communication. Donc, je ramène un petit peu cette sémiologie à mon domaine qui est la communication. Et de ce fait, tout phénomène significatif et pourrait être un objet d'analyse sémiologique. C'est-à-dire la sémiologie, dans ce sens, s'intéresse essentiellement et premièrement à répondre à la question suivante: comment le sens et la signification se révèlent au destinataire, se révèlent à un public, à un spectateur, ou tout simplement dans comment le sens est, comment un sens se produit dans un phénomène, que ce soit un phénomène migratoire ou un phénomène artistique. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de questionner des phénomènes comme l'immigration, des phénomènes comme l'art, ou peut-être, en l'occurrence aujourd'hui, l'immigration dans l'art ou l'art de l'immigration. J'essaie de les questionner à travers une approche sémiologique pour essayer d'extraire un petit peu et d'écrire et d'analyser ce que tous les autres sciences sociales, un petit peu, les autres sciences sociales, la psychologie, la sociologie, ne permettent pas de révéler. C'est-à-dire d'utiliser la sémiologie dans ce sens permet de révéler le côté invisible, mais structurel, des phénomènes, que ce soit le rail dans mon cas, ou le cinéma, ou notamment dans le sens, en l'occurrence aujourd'hui, comment le phénomène migratoire a été abordé par les arts, mais aussi comment il a influencé et impacté l'art lui-même. Je ne sais pas si je peux développer dès maintenant mon approche par rapport à mes terrains de recherche sur le rail et le cinéma, ou si je peux laisser ça pour plus tard. Pour la deuxième question. Oui, on peut, en fait, tu peux encore nous expliquer comment les signes, selon toi, peuvent être un moyen d'expression justement pour définir des phénomènes comme l'immigration, le déplacement ou même le racisme, selon ton expérience et aussi ton domaine de recherche. Je vais essayer de parler un petit peu terre à terre et de parler de cas pratiques et de corpus et d'objets d'études qui sont en fait des objets d'études en construction. Je travaille sur ces questions depuis quelques années, mais je vais encore travailler sur ça. Donc, tout ce que je vais dire, c'est un propos, c'est de l'ordre de l'hypothèse. C'est pas encore une thèse, c'est pas encore une œuvre. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de terrain qui a été effectué. Donc, c'est un travail en recherche, en construction. Mon travail, en fait, j'essaie de travailler sur l'art et l'immigration. L'immigration en tant que pays d'Algérie, l'Algérie en tant que pays d'émigration, même si aussi c'est un pays d'immigration, mais je m'intéresse surtout au volet immigration en Algérie, autour de deux corpus distincts, le rail d'un côté et le cinéma algérien. Je ne peux pas choisir d'aborder un seul corpus, je ne peux pas me contenter d'un seul corpus, la RAL, comme on dit en Algérie. Ce sont deux corpus différents, deux objets différents, mais vous allez voir, il s'agit de la même d'une même et unique thèse centrale pour parler de cette question. Et ça peut rejoindre la question qui a été posée hier pendant la préparation du webinaire sur les possibilités qu'offrent les arts pour protéger un petit peu les immigrants. En fait, ma thèse est la suivante, c'est que l'immigration en tant qu'expérience d'acculturation, de socialisation, mais aussi tout simplement comme expérience humaine, elle permet de fonder un moment artistique, un genre artistique, une vague artistique ou un courant artistique. C'est-à-dire que l'immigration en tant qu'expérience est un élément fondateur de l'art. On a comme résultante d'une expérience d'immigration un courant artistique ou parfois même un art ou des vagues
nouvelle vague. Et en fait, historiquement, les exemples sont légion, mais moi, je m'intéresse plus particulièrement à deux moments de l'histoire artistique de l'Algérie. Le premier moment, c'est sur le cinéma algérien, et le troisième, on va dire, chronologiquement, la troisième étape du cinéma algérien sur le cinéma d'immigration à partir des années 80, et aussi sur le moment fondateur du raï, du genre raï en tant que genre musical, en tant que genre artistique. Parce que même si les deux cas sont différents d'un point de vue périmètre, j'ai un retour. Même si les deux questions sont différentes. Après, peut-être on pourrait... Mais en fait, c'est le même propos, on peut défendre le même propos. Je vais essayer de développer ça rapidement et brièvement. Oui, peut-être si tu permets, tu prends peut-être le rail comme exemple et à quel moment le rail, il a comment dire, shed the light, il a mis en lumière justement ce phénomène de migration. Peut-être on verra ça dans la deuxième partie du tour de table avec ce qu'on souhaiterait justement dans le principe fondateur justement de Madar et de conjuguer des approches multidisciplinaires, interdisciplinaires entre la recherche et l'art. Et on aimerait avoir ta vision, ta perspective en tant que chercheur, comment justement tu prends en considération ces pratiques culturelles, le rail, le cinéma, comme des éléments justement dans ta démarche justement de recherche dans un domaine très très bien déterminé, la sémiologie de la communication. Donc peut-être dans ce sens, je vais donner un peu, comme j'ai deux casquettes en tant que facilitatrice et modératrice, et je gère le temps. J'ai juste un petit rappel des aspects techniques que j'ai omis de mentionner au départ, que la première partie de cette session, donc la discussion sera enregistrée et quand vous intervenez, donc il n'y aura pas de recording pour assurer la confidentialité. On aura la première partie qui va être enregistrée, qui va pouvoir par la suite alimenter aussi le site et les différents travaux de Madar. Alors, pour l'expérience de notre culture d'abord, aussi connue avec son espace La Fabrique Art Studio, qui s'intéresse beaucoup à la musique et à l'art visuel et le digital. Et justement, avec Faïs, elle est très proche de Racine parce qu'on a beaucoup travaillé avec Racine. On a mis en place un nouveau projet qui s'appelle Creatives Unlimited. Et l'idée de ce projet, donc CU, c'est de designer, de mettre en place un spectacle, une performance multidisciplinaire qui lie la musique ou les musiques et les danses et les arts visuels. Sur quoi, en fait, ce spectacle, ce projet, il a plusieurs niveaux. Il y a une composante de développement de carrière pour les artistes, où on invite justement les artistes migrants, subsahariens et tunisiens, en respectant des quotas de genre, de race, d'âge. Donc, en s'assurant que le groupe respecte la diversité des genres et toutes les diversités.
Et donc, ce groupe, il suit en fait un curriculum de développement de carrière à travers des formations dans les différentes disciplines qu'on a sélectionnées pour ce spectacle. L'idée aussi de ce projet est de sécuriser des revenus décents pour ces artistes. Ça fait partie de l'objectif du projet parce que l'idée aussi que le projet soit soutenable et durable, et à travers la fabrique Art Studio qui a aussi une composante de promotion et de développement pour les artistes et de donner accès à cette œuvre dans des schémas ou des espaces non conventionnels. Quand je dis des espaces non conventionnels, c'est-à-dire comme a mentionné tout à l'heure Adil, dans des espaces très accessibles à la communauté, mais aussi très accessibles aux décideurs. Dans des conférences. Ça peut aller dans des espaces comme des jardins publics. Donc, dans des lieux qui sont accessibles à deux, disons, niveaux, notre communauté cible et avec justement l'accès aux Tunisiens, parce qu'il y a aussi une partie de déconstruction des stéréotypes, dire que la musique est un langage commun, qu'il n'y a pas de barrière, aussi bien l'art n'a pas de barrière, n'a pas de frontières. Et donc, il y a l'aspect sensibilisation, plaidoyer, mais aussi il y a auprès de communautés locales, mais aussi auprès des décideurs. Et bien sûr, tout ça est accompagné avec des efforts de recherche où on met à la disposition d'équipes de recherche tous les éléments de cette œuvre artistique. Alors, ce qui est aussi intéressant peut-être pour nos invités aujourd'hui, c'est que ce spectacle, il utilise aussi la technique de storytelling, c'est-à-dire ce spectacle, il parle de la migration sud-sud et d'une musique très, très particulière, une culture très particulière qui est la culture de Bousardia. Donc, c'est Bousardia qui a émigré de l'Afrique subsaharienne, on ne sait pas encore d'où, du Mali ou du Tchad, pour venir en Tunisie à la recherche de sa fille qui a été enlevée dans justement les campagnes de déportation des esclaves. Et donc, il se déguise il a un masque, il se déguise, et c'est là où naît cette musique de Bousardia et toute, en fait, une discipline musicale artistique qui est aussi partagée au Maroc, en Algérie, le stambeli, le gnéo en Tunisie, le gnéo au Maroc, le chabi ou le diwen en Algérie. Et juste pour vous donner une idée sur le choix de la pratique artistique qu'on a suivi en prenant un axe bien déterminé d'une migration sud-sud à travers justement une culture de l'Afrique subsaharienne qui a immigré vers le nord, donc une migration sud-sud. Peut-être je reviens vers toi, Faisal, pour faire le lien entre cette expérience de la Tunisie et la musique de Stambel. Et tu as aussi voilà, comment. Ma question tout à l'heure était comment que la musique raï a contribué à mettre en lumière un phénomène de la migration et peut-être du racisme.
Oui, si on peut parler de racisme, c'est bon, un autre objet d'étude, c'est une autre thématique. On peut aborder l'expérience de carte de séjour, de la Chipara, etc., etc. Moi, ce que je voudrais dire avec ça, avec mon intérêt et mon approche d'étude sur le rail notamment, c'est que le rail, on connaît tous cette polémique depuis quelques années. Sur l'origine du rail, sur la naissance du rail et cette chamaillerie entre l'Algérie et le Maroc en ce moment auprès de l'UNESCO, etc. Moi, ma réponse est toute simple. En fait, le rail, on ne sait pas où est-ce que le rail est né. Enfin, c'est à peu près, c'est dans l'Oranie, mais ce n'est pas ça le propos. Mais en fait, il a été fondé en tant que moment fondateur, l'élément fondateur du rail, qui a fait qu'il acquiert son identité, en fait, c'est l'expérience migratoire dans les rues de Barbès. C'est dans les rues de Barbès que le rail a été fondé en tant que genre musical et acquis ses galons. Même si je voulais passer d'abord par le cinéma et la troisième vague du cinéma algérien en tant que cinéma de diaspora, mais c'est pas grave, je peux parler directement de rail. Parce que dans les années 80, déjà le phénomène migratoire avait commencé. Des chanteurs rail et même des chanteuses rail ont été contraints de s'exiler à l'étranger. Après, il y a eu en Algérie, je ne sais pas si tout le monde est au courant, et connaît la thématique, mais il y a eu la décennie noire, c'est-à-dire une guerre civile qui a engendré des milliers de morts et un climat sécuritaire très, très délétère, qui a contraint les gens à partir, à s'exiler de manière très forcée, partir notamment en France, dans des villes comme Marseille et Paris. Et en fait, c'est cette expérience de l'immigration, c'est cette expérience de l'exil, ce rapport un petit peu coupable à la terre natale, ce traumatisme qui n'a pas été évacué, le traumatisme premièrement de la guerre d'Algérie, de cette culpabilité de partir vers le pays colonisateur, ex-pays colonisateur, ensuite ce traumatisme de la guerre civile qui n'a pas été évacué, cette double culture avec le pays d'accueil et le pays d'exil et la terre natale, a fondé une nouvelle esthétique dans le cinéma et aussi dans le rail. Et c'est ce qui a fait que dans le rail notamment, ça a permis, cette expérience d'exil, ça a permis de sauver le genre musical. Le rail est surtout un phénomène de scène, de live, et c'était très difficile de se produire en Algérie à cause du climat sécuritaire. Donc, cette expérience d'exil a permis de poursuivre cette expérience de scène et de live. Dans le rail, le live est très important. Et l'enregistrement en conditions du live sont très importants. Ça lui a donné aussi une visibilité à l'international, avec surtout en contact des autres genres musicaux, même si on parle de world music, mais ça reste aussi un discours rail, surtout dans le propos et les thèmes véhiculés. Mais ça a surtout, à mon avis, permis d'affirmer une certaine identité qui commençait à se construire dans les années 70 et les années 80 en Algérie. Le rail sans la mélancolie n'est pas rail. Et en fait, ce rapport coupable avec la terre d'accueil, avec cette fuite forcée, entre guillemets, qu'on n'arrivait pas à assumer, mais qu'on essayait de justifier, a fait que le rail était encore une fois un registre mélancolique qui permettait d'exprimer tout ça et de véhiculer toutes ces valeurs et toutes ces thématiques. Et c'est notamment grâce à ça qu'on pourrait dire, mais autre chose,
qu'on pourrait dire que l'expérience d'exil et l'expérience d'émigration a été un moment fondateur du rail. Et si on pouvait parler d'approche et de méthode, en fait, c'est un petit peu la sémiologie qui pourrait définir et analyser cette influence de l'immigration sur le rail. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la même, si on fait un parallèle, c'est aussi pour le Stambeli avec les carcabos, les 6-8, c'était les sons des chaînes, justement, des esclaves déportés. Et ça fait... oui, oui, tu as mis aussi pinpoint aussi la douleur ressentie qui fait émerger la créativité. Ça, c'est peut-être un impact sur les émotions et le ressenti, mais j'aimerais bien aussi vous écouter. Les différents impacts sur les communautés avec qui vous travaillez et comment vous avez aussi relevé les défis. Je reviens à Racine avec les théâtres forums et les documentaires. Oui, Que vous pouvez partager avec nous des expériences dans ce sens. rapidement, en fait, nous, on a fait le choix de deux choses. La première, c'est ne pas faire le boulot de l'État. Autrement dit, on ne fait pas des actions dans les quartiers pour... bien sûr que quand on fait du théâtre dans un village où il y a des gamins qui voient du théâtre pour la première fois de leur vie, ça fait partie aussi de l'éducation artistique. Mais ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est deux choses. On ne veut pas faire le boulot, nous. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser et d'avoir des alliés avec nous. Et donc, le théâtre forum permet ça quand on conscientise, quand on sensibilise des personnes, ils sont plus à même, surtout par rapport à leurs droits, ils sont plus à même à les revendiquer à la personne idoine, comme dirait l'autre. C'est demander les toilettes à la commune et pas à la région, par exemple. Des cas très précis. Mais selon quels moyens, justement, quand on identifie, alors le théâtre forum fait aussi à l'empathie, mais quand on identifie ces problématiques, c'est comment vous arrivez à orienter la communauté vers justement des solutions ou se rapprocher des décideurs pour réparer l'infrastructure, pour justement écouter, entendre leur voix par rapport à ces problématiques-là. Quel mécanisme? Quel est le chemin? On met l'accent parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc, on a mis l'accent sur le théâtre forum, mais il n'y a pas que ça comme esthétique artistique qu'on utilise. Il y a la partie théâtre forum, c'est un moment éphémère, on va dire, un moment où on parle où il y a interaction, mais tous les projets qu'on fait sont accompagnés également, par exemple, de BD, pour que ça reste avec des explications de la loi pour ce dont on est en train de parler, pour que ça reste. On a fait plein de guides, mais des guides pas indigestes, si j'ose dire. On utilise aussi l'aspect artistique en faisant des BD, en faisant des dessins ou des caricatures, etc., etc. Mais à chaque fois, en donnant les vraies références de l'article, de la loi en question, et surtout comment faire pour faire pression. Un exemple, nous, je crois que c'est la même chose en Algérie, au Maroc et en Tunisie. On a des élections municipales, régionales, comme dans les pays normaux, quoi, on va dire. Mais Oui. les élections, nos candidats politiques ne ramènent pas un programme dans les villages. Je parle bas. Non, en fait, le volume est un peu... Saturé. On t'entend pas comme avant. Eh oui, j'ai l'habitude.
Non, Ah, là, c'est bon. Censure, censure quand on parle de loi. Ça devient une autocensure. Alors, pendant les élections, les campagnes électorales chez nous, ça se passe en faisant la fête. On a les candidats qui viennent qui distribuent des casquettes, et des t-shirts et un peu de sucre, etc. Et donc finalement, il n'y a pas vraiment un programme électoral. Pour le cas des municipales chez nous, c'est 6 ans, sur lequel on pourrait, le candidat, s'il se représente par exemple, on pourrait faire la reddition de comptes et voir s'il a réalisé ce qu'il a promis. Donc, nous, c'est un exemple parmi d'autres. On a fait un canevas à faire remplir entre les associations des lieux dans lesquels on travaille. Encore une fois, on ne veut pas faire tout le boulot. Donc, à chaque fois qu'on va dans une ville, un village, on travaille avec le tissu associatif là-bas, avec les acteurs culturels, associatifs, etc. Quand on part, et qu'il y ait une permanence du boulot. Donc, on a établi des canevas où ils les remplissent par rapport à leurs promesses électorales. Comme ça, il y a quelque chose, une base à partir de laquelle ils peuvent faire les comptes après 6 ans, par exemple. Qu'il y ait quelque chose sur laquelle le candidat s'engage, etc., etc. Donc, il y a bien sûr la partie théâtre forum, mais il y a également on a fait aussi des podcasts en expliquant, en sensibilisant, etc. Et on utilise surtout pas de condescendance, on utilise des termes normaux, simples de la vie quotidienne courante, mais en armant, entre guillemets, pacifiquement, les citoyens pour qu'ils soient les plus pertinents possibles quand ils demandent quelque chose à la personne qui doit la faire, en termes de compétences, que ce soit en termes de déconcentration ou décentralisation, que ce soit des élus ou les correspondants de l'État dans la région ou dans le village en termes de services publics, etc., etc. Et donc, pour résumer, 2 aspects du boulot, c'est qu'on veut être beaucoup. Donc, on essaye de sensibiliser la majorité des gens qu'on peut avoir et on essaye de former, puisque à chaque fois qu'on va dans un village-ville, c'est pas pour un soir et puis on n'est pas Bob Dylan qui fait sa tournée. On y va pour 2 jours ou 3 jours, on fait des formations avec le tissu local, associatif, etc. Et donc, on les forme un peu à comment perpétuer le boulot tout le temps. Ce n'est pas le grand frère casablancais qui vient ramener la civilisation au petit village au sud marocain. On ne fait pas les missionnaires ou les nouveaux colons. Donc, l'idée, c'est de travailler en termes horizontal. Et finalement, il se trouve que tu parles d'impact. On a plus d'impact dans des villages, des villes, que dans les capitales Casablanca, Rabat, où pardon de l'expression, on se la pète un peu trop. Et finalement, on a des gens qui sont plus rigoureux, plus disciplinés, et même qui connaissent la loi mieux que dans les capitales, etc. Donc finalement, nous, on croit vraiment que le salut viendrait des régions et des petits villages comme ça. Et pour finir, encore une fois, et cette fois c'est vrai, l'idée c'est de sensibiliser la majorité des gens pour pouvoir faire un réel plaidoyer, parce que le boulot envers l'État, le gouvernement, les ministères, etc., pour qu'ils fassent du service public, parce qu'on paye des impôts et c'est notre argent qu'ils doivent utiliser pour du service public, santé, éducation, je ne vous raconte pas l'histoire, c'est la même chose un peu partout, dans nos 3 pays notamment. On a essayé de faire du plaidoyer, mais le plaidoyer, ça a un côté négatif, c'est que on doit attendre, après avoir fait du plaidoyer, que l'élu ait une petite mauvaise conscience à un moment donné et qu'il veuille bien servir ses concitoyens. Nous, par expérience, on a vu que ce n'est pas que le plaidoyer, il faut faire pression. Et la pression se fait par le nombre
qui est sensibilisé, qui est averti, qui connaît ces lois, parce que la méconnaissance des lois est un point positif pour les élus, les fonctionnaires de l'État qui ne veulent pas faire leur boulot, d'autant plus que on a la reddition de comptes dans notre Constitution. Elle est très jolie, notre Constitution. Nos lois, elles sont très, très belles. Mais c'est pour ça que la culture est la solution. Il faut que la culture guide la main de l'homme pour appliquer les lois et la Constitution que nous avons et qui sont exemplaires. Puisqu'ils sont des copier-coller des lois françaises. Enfin, on est tous pareils dans notre pays. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est très important en fait le fait que tu mentionnes ces différents moyens ou outils que vous utilisez à travers justement la BD ou l'art, des moyens en fait, des expressions artistiques justement pour l'éducation à la citoyenneté et le fait d'éduquer aux lois existantes. Donc, mais aussi, vous-même, vous faites, comment dire, vous créez des outils pour rendre les nouveaux élus responsables, donc des outils de accountability. Et je trouve ça... oui, Radit, tu voulais dire quelque chose? Il faut leur foutre la honte. Le ridicule ne tue pas dans nos contrées. Et il faut leur foutre la chouma aux élus et fonctionnaires de l'État pour qu'ils fassent leur boulot tout simplement. Donc finalement, c'est une bataille, on gagne des batailles, on perd des batailles, mais on sera toujours en guerre parce que c'est un boulot qui doit être fait tout le temps par des citoyens. Et des citoyens qui seraient des individus au sens moderne du terme, qui connaissent leur histoire, qui peuvent se projeter, qui peuvent imposer qu'il y ait un petit ascenseur social qui fonctionne. Faisal parle de l'Harraga, etc. Il y a plein de gens, on vient d'avoir les événements à Ceuta, nous aussi, c'est très récent. Et donc, il y a beaucoup de citoyens, de nos concitoyens qui font le choix, au lieu de militer et d'imposer que nos fonctionnaires, nos élus fassent le boulot avec notre argent public, ils choisissent un autre moyen puisque il y a pas vraiment de réponse de la part de nos élus. Donc, il faut leur foutre la honte, encore une fois, pour qu'ils fassent leur boulot. Puisqu'on n'a pas vraiment de... C'est pas comme en Allemagne ou en France où, bien sûr, il ne faut pas comparer, mais ce n'est pas un moment d'évaluation réelle les élections chez nous. Il y a plein de gens qui sont élus par métier depuis très longtemps, ils se font réélire, il n'y a pas de reddition de comptes, etc. Et donc, il nous faut, pour résumer, du citoyen. Le citoyen vient avec un esprit critique, avec un développement humain. Pour pouvoir être citoyen, il faut connaître un peu ses droits, ses lois, etc. Et à travers un développement social qui... Et là, c'est du transversal, un débat, liberté d'expression, un peu moins de propagande, etc. etc. Oui, c'est énorme comme travail. Cela nécessite beaucoup de résistance, mais aussi des moyens pour pouvoir continuer. Et le fait justement d'établir des réseaux, de compléter ce qui est absent dans nos pays est très très important. Cette espèce, en fait, on se complémente dans ce sens-là. Peut-être Adil, une autre question pour Racine dans ce sens, parce que l'éducation aux citoyens, au Raja, par rapport justement les lois sur la migration, ça je sais c'est un autre sujet et on aura aussi l'occasion de le traiter dans un autre webinaire de Madar. Mais est-ce que vous avez eu une expérience aussi par rapport à l'éducation aux lois en rapport aux questions migratoires? Non, je ne sais pas. En fait, il y a deux moyens de connaître les lois, trois, mais deux. Ou bien on les apprend à l'école,
quand on est à l'école. Et il n'y a pas ça. Et quand on est à l'âge de l'école, ou bien on ne les apprend pas à l'école, puisqu'on n'est plus à l'école, ou on n'y a jamais été. Et ça s'appelle l'éducation populaire. Cette éducation populaire se fait à travers ou des gens artistiques, ou à travers la télé, ou à travers la radio, ou à travers au moins des débats libres, une presse indépendante, etc., etc. On ne connaît pas beaucoup de citoyens qui vont se sensibiliser d'un coup sur les questions migratoires en allant étudier la loi Tartampion, numéro Tartampion, décrétée par Daïr Royal Tartampion, etc. Donc, c'est une question de sensibilisation. C'est pour ça qu'on a fait le choix de la faire de manière ludique. Il faut que les gens prennent plaisir en apprenant. Sinon, on tombe dans le même revers de l'ouad al-irshad, le prosélytisme. Vous devriez penser comme ci et vous devriez penser comme cela. L'idée est très simple, c'est qu'il faut, et ça c'est un boulot de l'État, c'est un service public qu'il faut avoir. Et donc, y compris dans la transmission du savoir, mais également dans le fait de pouvoir permettre à des associations, à des acteurs, à atteindre en proximité la majorité de la population par rapport à des questions précises, que ce soit l'immigration ou autre chose. Bien sûr que ça tire de tous les côtés. On n'est pas encore arrivé à un niveau européen de partis d'extrême droite qui exploiteraient cette question pour des questions électorales. Nous, notre problème, pardon, mais je vais peut-être provoquer des réactions par rapport à ça, notre problème, c'est plutôt l'islam. Nous, avec la crise, ce n'est pas l'extrémisme qui arrive, extrême droite s'entend, c'est plutôt le radicalisme qui arrive. Et finalement, le radicalisme islamique n'a pas vraiment un point de vue par rapport à l'immigration. Donc, le sujet migration, il est plutôt sociétal dans le sens de racisme. Et puis, pour finir, notre État, le Maroc, utilise cette migration comme une monnaie d'échange. On vient d'en voir un exemple. Quand l'Espagne ne veut pas reconnaître que le Sahara est marocain, on ouvre les robinets des migrants pour l'embêter un peu, pour lui rappeler que finalement, on a des frontières communes, et on fait les vierges effarouchées, etc. On coupe nos relations avec l'Allemagne. On va devenir la Corée du Nord dans peu de temps. On coupe nos relations avec l'Allemagne. On pas la possibilité de bouger. Etc., etc. Et quand on veut devenir pote avec l'Afrique, puisque le Maroc est un des gros investisseurs en Afrique subsaharienne, on choisit un peu mieux les migrants et on les traite un peu mieux pendant un certain moment. Quand l'Union européenne nous donne des sous pour gérer les frontières, on amène des bus à Tanger et à côté de la Méditerranée, on les remplit de migrants qui sont candidats à la migration et on les amène vers le sud. Et ça fait un yo-yo. Et donc, on n'est pas clair parce qu'on n'a pas vraiment un débat public serein, avec une liberté d'expression. Oui, oui, tout à fait, Adil. On ne peut pas aussi nous dissocier de la politique, en quelque sorte, même si on essaye, à travers l'art, de trouver un nouveau langage, de nouvelles expressions. Je sais, Faisal, il y a plusieurs questions qui n'ont pas été posées, mais avec le temps, là, il nous reste encore 2 minutes. Donc, je pense qu'on peut ouvrir les Q&A. Et après, Faisal, je reviens vers toi pour que les aspects justement de ton travail et comment tu trouves, comment tu vois ou si tu as des expériences à partager par rapport à l'impact que tu as trouvé, que tu as pu identifier ou observer à travers ton travail sur les deux disciplines artistiques que tu viens de mentionner et la migration et s'il y a des liens en commun. Donc, encore 1 minute, je pense qu'on peut passer à nos invités et nous vous encourageons